Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre. Excusez-moi de couper cette intervention. C'est vraiment là que on voit que ils n'en sont toujours pas à la hauteur de l'événement et à la hauteur des exigences. Les autres commettent des actes de guerre envers notre pays. Excusez-moi une minute. Les autres en face commettent des actes de guerre contre notre pays et nous avons notre président qui vient, plutôt que de prendre acte de la situation et de rentrer dans un autre processus, excusez-moi encore une fois de plus, comme je le disais, au lieu de rentrer dans un autre processus, voyant que ce qui a été fait avant n'a pas marché et que le résultat de ce qui a été avant, c'est le chaos dans lequel on a le président de la République qui vient vous dire que nous restons dans le processus de dialogue, dans le processus diplomatique, alors que de l'autre côté, il y a eu une escalade qui est simplement un acte de guerre. Si vous parlez de dialogue, vous parlez de la détérioration de la situation. Parce que dans quelque temps, vous allez comprendre à peu près ce qui risque de se passer si jamais Félix Tshisekedi accepte d'aller dans cette voie du dialogue. Cette voie du dialogue n'est ni plus ni moins que la négociation de ce que le Rwanda a voulu avoir avec Kabila Père, que Kabila Père avait dénoncé. C'est-à-dire la distribution des richesses des sous-sols congolais. Ces gens-là qui sont en train de prendre le Nord Kivu vont vouloir rentrer dans le gouvernement, rentrer dans l'armée et installer ainsi les moyens pour Kigali de pouvoir continuer ses exactions en toute impunité. Voilà pourquoi ces différents pays occidentaux et les différents acteurs qui profitent de la situation veulent pousser le Congo à dialoguer. Ce n'est ni plus ni moins pour forcer la main au gouvernement congolais, et franchement, je suis hyper déçu du début de cette allocution,
puisqu'il ne prend pas acte de là où nous en sommes. Et il nous dirige tout droit vers ce que nous, les Congolais, nous ne voulons pas. Nous, ce que l'on voit ici, c'est de dire et au M23, au Rwanda, si vous voulez que la situation s'arrête, vous arrêtez tout, vous partez. Ça fait 20 ans que vous avez payé, 20 ans que vous avez profité de la situation, c'est bon, partez. En aucun cas, nous pouvons intégrer ces gens-là du M23 au sein de l'armée congolaise, parce que c'est ce qui a conduit à cette situation. Et en aucun cas, ces gens-là peuvent devenir des acteurs politiques majeurs dans notre pays. Et la voie qu'est en train de prendre Félix Tshisekedi, c'est à peu près celle-là. Ici, moi, je vois une faillite de l'exécutif comme on n'en a jamais connu. Notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. Et ici, il dit, il veut reprendre la souveraineté de notre pays et de notre territoire par tous les moyens nécessaires. Sauf méprise de ma part, je crois qu'il ne va pas faire de déclaration de guerre parce que sinon, ça aurait fait tous les gros titres. Et le seul moyen nécessaire ici, c'est d'oublier tous les bêtises que lui et son gouvernement semblent toujours avoir en tête, soit disant de vouloir les investissements internationaux, quoi que ce soit, et de concentrer tous les pays à la reprise une bonne fois pour toutes de la souveraineté, de cette fameuse souveraineté dont tu parles, et de la victoire, de l'écrasement des M23, de leur désarmement, de leur enfermement, de leur jugement. C'est de ça que nous devons nous assurer. Ou alors s'ils négocient, ils négocient une reddition et qu'ils soient cartés à vie de la vie politique et militaire de ce pays. Ce discours semble ne pas prendre la voie où justement on fait tous les moyens nécessaires pour reprendre cette souveraineté. Tu ne peux pas perdre ta souveraineté et vouloir négocier encore ta souveraineté. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Et ça, c'est vraiment une déception. Tu es le chef de l'exécutif. Tu as encore une armée, mais tu veux pousser ta population démunie à aller lutter contre une armée. La seule chose qui te permettrait de disposer d'encore plus de moyens pour t'en prendre à ceux qui sont prêts à ta population, c'est de déclarer la guerre pour que tous les moyens du pays soient tournés vers le fait de combattre l'ennemi. Au lieu de ça, toi qui es censé protéger les gens, tu viens dire aux gens c'est le combat de tous. Ne marche-t-on pas sur la tête là? Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur, qui est aussi la mienne. Salut, petite remarque, il y a trop de différence de niveau de volume entre ton micro et celle de la vidéo. Lequel est le plus fort? Ma voix ou la sienne? Dites-moi un peu avant que je continue pour la suite. Ok. Là, c'est mieux ma voix ou c'est plus petit? C'est la voix de la vidéo qui est trop basse. Ok. Je vais rajouter comme ça. On va voir. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir. Et ça, c'est ce que je vous avais dit hier.
venir tenir ce genre de discours, quand sur le terrain, ce que tu dis n'est pas en concordance avec ce que les gens vivent, c'est très dangereux. Ce discours n'est pas celui qui aurait dû être tenu. Il aurait fallu d'abord tenir un discours où on constatait ce qui arrivait, pour ensuite venir tenir un discours où tu dis « nous allons prendre les mesures ». Tu vas prendre les mesures alors que unanimement maintenant, tout le monde reconnaît que la ville est tombée. Et il y a des gens dans la ville qui sont en train de saluer ce que toi aujourd'hui tu traites d'ennemi. Comment accorder encore de la crédibilité à ta parole? C'est exactement ce que je disais hier. Je disais, à force d'attendre, et en plus de ça, pour ne même pas être à la hauteur des attentes, tu vas finir par te mettre la population à dos et ton discours sera inaudible. Parce que là, il y a un trop grand décalage entre ce que l'on constate et le discours du président. Prendre 3 ou 4 jours pour venir parler et dire des choses qui ne semblent même pas correspondre à la réalité, c'est se discréditer en tant qu'exécutif. Prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi... Et ça, c'est un très grand problème. Maintenant, nous allons être exposés devant le monde entier que nous avons un pays où ceux qui se battent pour la liberté et la souveraineté du pays sont moins bien payés que ceux qui s'assoient et ne travaillent pas. Et j'espère que ce n'est pas vrai parce que hier, quelqu'un m'a dit que le salaire d'un militaire est de 80 €. Vous vous rendez compte que le salaire d'un militaire serait de 80 € et on leur demande de mourir, tandis que les salaires des députés, la tranche la mieux payée, la plus favorisée de la population, est, si je ne m'abuse, 50 fois, 100 fois ça. Comment voulez-vous maintenant justifier devant le monde entier que vous qui avez un très grave problème de souveraineté dans votre pays et qu'aujourd'hui vous saluez les gens les moins bien payés du pays qui sont les premiers à payer le prix du sang pour que vous, ceux qui mangez et dormez grassement, puissent continuer à ne rien faire et à ne pas être à la hauteur de la tâche qui vous est donnée. Aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI DRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés. Et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali
et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Cette longue tirade aurait pu être pertinent si à lui-même on n'aurait pas pu lui reprocher la même chose. Qu'a-t-il fait depuis qu'il est à la présidence de ce pays pour rendre le Congo plus influent, pour rendre le Congo mieux armé, pour rendre le Congo capable de se défendre, pour permettre au Congo de commencer à endiguer ou à régler cette situation? Qu'a-t-il fait lui-même? Avant de pointer le doigt vers les autres, qu'as-tu fait? Qu'avez-vous fait vous-même pour votre pays? Monsieur le Président et tous ses collaborateurs, qu'ont-ils fait pour ce pays pour éviter qu'on en arrive là? Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose. Il a dit le peuple congolais prend acte de cette complaisance ou de cette passivité qui frôle la complicité. C'est tellement ironique de dire ça, parce que c'est exactement ce que beaucoup lui reprochent à lui-même. Beaucoup lui reprochent une incompétence ou une inaction tellement inefficace que ça frôle là aussi la complicité. La République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Ah bon, pour ça, je pense qu'il est trop tard. Pour l'humiliation, ça c'est sûr. Parce que quand on voit la taille du Congo et la taille du Rwanda, pour l'humiliation, il faudra revenir. Maintenant, se faire écraser, on voit mal. Avec une population de 10 000 habitants ou de 10 millions d'habitants, comment est-ce qu'il pourrait écraser une population de 100 millions d'habitants? Si on donne à tout le monde ne serait-ce qu'un pistolet, le Rwanda est foutu. Donc, c'est sûr qu'on ne sera pas écrasé, mais quelle humiliation. Quelle humiliation, comme dit Bokechu. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Oui, sauf que vous qui étiez censé insuffler un changement dans ce pays, vous avez été tellement inactifs que ce pays a sombré. Et ce sont les actions de la population, même si ces actions-là ont été en partie regrettables, qui aujourd'hui font l'actualité et poussent les Occidentaux à devoir faire un semblant de réaction. Parce que désormais, leurs populations sont au courant, comme on va le voir après avec la vidéo du député belge qui dit pourquoi la plupart des pays occidentaux ont laissé la situation en arriver là. Mais c'est l'action de la population qui a permis d'ouvrir les yeux. Tellement le gouvernement n'a pas de vision, n'a rien. Comme je le publierai tout à l'heure sur Hertz Comment, le décryptage que j'ai fait hier du politologue qui disait que voilà, si, que ce soit en Afrique ou au niveau international, les gens ne se bougent pas pour le Congo, c'est parce que le Congo n'a pas de stratégie, le Congo n'a pas de vision, le Congo ne sert à rien. On a un pays qui a 9 frontières, on peut faire la passerelle entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, même du Sud. On ne sert à rien. On n'a jamais construit des routes pour relier toute l'Afrique et ainsi être un acteur majeur de l'Afrique. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais été à la tête d'une organisation, d'une initiative de libre-échange, de quoi que ce soit, puisque notre pays fait la taille de plusieurs pays. Et donc on peut être à l'initiative, on peut être un acteur majeur de l'Afrique. On n'a jamais rien foutu. Et aujourd'hui, vous avez ce président qui est venu et qui n'a rien initié dans ce sens, qui vient s'étonner
du manque d'influence de son pays et qui vient maintenant se plaindre ou condamner les actes qui ont été faits par une jeunesse désœuvrée, abandonnée à lui-même, qui constate que un pays qui fait la taille d'une province est en train de mettre à mal la réputation, le nom et des vies congolaises. Ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. Voilà. Écoutez bien ce qu'il vient de dire ici. Il dit que toute la population congolaise doit se comporter comme si le pays était en état de guerre, mais à aucun moment vous ne l'attendez déclarer la guerre. C'est vous dire le paradoxe qu'il y a ici, le manque de sérieux. Donc nous allons être en état de guerre, toute la population devra se comporter comme en état de guerre sans être en guerre. Sachant que nous ne sommes pas la Russie, nous n'avons pas les moyens de dire que on fait une opération spéciale, mais ce n'est pas la guerre. Nous ne sommes pas la Russie, nous n'avons pas ces moyens. Il nous faut concentrer tout notre pays à résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Et ça ne peut que se faire en acceptant que nous sommes en guerre. Mais non, je ne sais pas si quel conseiller diplomatique de je ne sais pas quoi lui a conseillé ça, mais nous verrons bien où tout cela va conduire. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Franchement, si ça, ce n'est pas la honte, depuis la résurgence du M23, personne n'a jamais pensé à prendre ces mesures. Et c'est aujourd'hui que Goma est tombé, sans que l'on soit en guerre, on vous dit qu'on va prendre des mesures pour réduire le train de vie de l'État. Non mais, pour donner de l'argent aux soldats. Et quand vous allez voir l'une des prochaines vidéos que je veux vous montrer, où on vous dit pourquoi l'Afrique du Sud ne peut pas utiliser ses avions au Congo et ainsi peut-être avoir la domination aérienne et donc qui aurait pu faciliter que l'on repousse les M23, vous allez tomber des nues. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri,
Vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unie dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Wazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et... Véritable sentinelle de la souveraineté nationale. On en est réduit à dire que des milices sont des sentinelles de la souveraineté nationale. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas le gouvernement, mais ce sont des milices qui sont devenues les sentinelles de la souveraineté nationale. Je suis très fier de savoir que nous avons des jeunes qui s'organisent eux-mêmes pour défendre le pays. Mais la personne qui a écrit ce discours, la personne qui a écrit ce passage, ne se rend même pas compte à quel point c'est un discrédit pour le gouvernement congolais. Et surtout que le président vient de dire ça. Et dans ces termes-là. Vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspire et mobilise tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes, d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà. Bon. Malheureusement, on est dans tout ce que je craignais. On est dans des mesurettes. Au lieu de prendre pleinement acte ou conscience de l'état dans lequel le pays est, au lieu de prendre acte et conscience du retard et du décalage et de la compréhension que pourrait susciter un tel discours, bon, au moins il s'est exprimé. Au moins il y a des petites brides, des petites choses qui peuvent donner du baume au cœur. Mais espérons que dans les mesures qui sont prises, on voit du concret. Pour inciter ces jeunes à aller défendre le pays, espérons qu'ils multiplient par 2 ou par 3 le salaire de ces gens qui vont sacrifier leur vie. Parce que ceux qui ne sacrifient pas leur vie gagnent plus de 100 fois ça. Ceux qui ne sacrifient pas leur vie pour le Congo gagnent plus de 100 fois ça pour certains d'entre eux. Et ici, vous avez vu, il a tenu un champ lexical de guerre sans dire que le Congo est en guerre. On croirait attendre les étrangers qui refusent de nommer le Rwanda parce que le Rwanda est influent et que nous-mêmes, le Congo, nous refusons de reconnaître que nous sommes dans un état de guerre. Et en ayant cette ambiguïté, le président de la République renforce les paroles de Paul Kagame. Qui Paul Kagame dit, les M23 ce ne sont pas nous. Les M23 c'est des Congolais, c'est un problème de Congolais. Donc nous ne sommes pas impliqués dedans. En tenant ce genre de discours, voilà ce qu'on légitime. On légitime Paul Kagame à dire que lui, c'est pas son problème, c'est le problème du Congo, c'est le problème de Tshisekedi. Donc, franchement, je suis abasourdi par le niveau. C'est pour cela quand on dit, quand tu es petit, quand tu vois tous ces gens importants qui te parlent, qui te font comprendre qu'eux, ils font des choses importantes, tu crois que ces gens-là, ce sont les plus intelligents, les machins. Mais en grandissant, tu rentres dans la désillusion et que tu te rends compte que beaucoup de ces gens qui se donnent des airs ne sont là que parce qu'ils ont trahi,
parce qu'ils n'ont pas de morale, parce qu'ils sont avides et que beaucoup d'entre eux ne sont pas compétents. Parce que si l'exécutif congolais était compétent, beaucoup aurait pu être fait depuis que cet homme a accédé au pouvoir et surtout depuis que cet homme a pris tous les leviers du pouvoir au Congo.